Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un cours magistral absolument fascinant du professeur F. Bachy de l'Institut Pasteur d'Algérie. On va faire un grand plongeon dans le monde microscopique de l'immunologie diagnostique, et plus précisément celui des antigènes parasitaires et fongiques. Et on ne va pas se contenter de théorie pure, on va vraiment regarder ce qui se passe concrètement sur les paillasses des laboratoires. Comment les biologistes font pour traquer, extraire et préparer méticuleusement ces outils biologiques. Allez, c'est parti pour l'exploration. Au menu de notre exploration, on commence par redéfinir ce qu'est exactement un antigène, puis on parlera de la mosaïque antigénique, des différents types qui existent, d'où on les sort, comment on les prépare en labo, et on finira avec les spécificités des antigènes fongiques. Un beau programme, non? Alors, première étape, définir l'antigène. Vous savez, l'immunologie, c'est une science super dynamique, ça bouge tout le temps. Regardez un peu comment la définition même du mot a évolué. Avant, c'était très strict, très focalisé. On considérait qu'un antigène, c'était forcément une substance étrangère, introduite dans le corps par une injection, par exemple, et qui servait uniquement à fabriquer des anticorps. Mais aujourd'hui, eh bien, la vision s'est considérablement élargie. La définition actuelle englobe carrément toute molécule, qu'elle soit 100% naturelle ou même fabriquée de toutes pièces, synthétique, capable de déclencher non seulement nos anticorps, mais aussi l'ensemble de notre réponse immunitaire cellulaire. C'est dire à quel point le paradigme a changé. Mais attendez, si on zoome encore un peu au microscope, un antigène, ce n'est pas juste un gros bloc de Lego monolithique. Non, c'est recouvert de tout un tas de petits récepteurs qu'on appelle des épitopes ou déterminants antigéniques. Imaginez ça un peu comme une minuscule empreinte digitale ou un code-barre ultra spécifique. C'est cette infime fraction, et seulement elle, qui va donner l'ordre de fabriquer un anticorps bien précis. Et le truc dingue, c'est qu'un seul et même antigène peut être couvert de plein d'épitopes totalement différents. C'est une véritable multiprise pour nos défenses immunitaires. Et là, attention à ne pas mélanger deux concepts super importants du cours. C'est crucial. D'un côté, on a l'immunogénicité. En gros, c'est la capacité de l'antigène à sonner l'alarme générale dans tout le corps, à déclencher une réponse immunitaire massive et efficace. De l'autre côté, on a l'antigénicité. Ça, c'est purement mécanique. C'est juste sa capacité physique à s'emboîter parfaitement avec nos anticorps. Un peu comme une clé rentre dans une serrure. Et pourquoi c'est important de faire la différence? Parce qu'on peut très bien avoir une molécule capable de s'emboîter sans pour autant qu'elle déclenche une énorme alarme dans le corps. Passons à notre deuxième point, la fameuse mosaïque antigénique. C'est là que les choses se corsent vraiment en labo. Un parasite, c'est loin d'être une cible simple, c'est un véritable puzzle géant. On appelle ça une mosaïque antigénique, parce que ça peut contenir entre 20 et 60 fractions différentes. C'est un déguisement parfait. Et le gros problème pour les biologistes, c'est que ces fractions, le parasite les partage souvent avec d'autres organismes. Résultat, ça crée ce qu'on appelle des réactions croisées. En gros, le test réagit, on pense avoir trouvé le coupable, alors qu'en fait c'est un autre parasite qui a une fraction en commun. C'est la cause numéro 1 des faux positifs qui rendent les labos fous. Pour vous donner une idée plus concrète, prenez le genre Schistosoma. Sur les 23 antigènes du Schistosoma monzoni, 19 sont exactement les mêmes que chez Schistosoma hematobium. C'est colossal. Mais là où les scientifiques sont géniaux, c'est qu'ils retournent cette galère à leur avantage. Par exemple, l'ascaris qui infecte l'homme partage énormément de traits avec celui du porc. Du coup, comme le parasite du porc est beaucoup plus facile à obtenir en quantité, bam, on l'utilise pour fabriquer les réactifs diagnostiques pour les humains. C'est super malin. Par contre, prudence absolue, certains parasites comme Trichinella peuvent même réagir de façon croisée avec des simples bactéries comme Salmonella. C'est dire si c'est un champ de mine. Ce qui nous amène à la troisième partie, les différents types d'antigènes. Alors, avec toute cette complexité, comment les labos classent-ils ces antigènes? On les divise en deux grandes familles. D'un côté, l'antigène figuré. Là, on fait dans le concret, on prend le parasite entier, qu'il soit mort ou vivant, ou bien on en fait une coupe physique. De l'autre côté, on a l'antigène soluble, qui se divise lui-même en deux. On a l'antigène somatique, c'est-à-dire l'intérieur de la bête, ses composants internes, et puis on a l'antigène métabolique. Ça, ce sont les sécrétions, tout ce que le parasite expulse activement. Et croyez-moi, comme ces produits sont rejetés en plein dans notre corps, ils font réagir notre système immunitaire de façon spectaculaire. Section 4. L'approvisionnement. Où est-ce qu'on trouve concrètement tout ça? Eh bien, l'origine de nos antigènes est vraiment étonnante, et pas toujours très glamour. Bien sûr, pour cultiver des amibes ou des leishmanies, on utilise des milieux de culture bien stériles et contrôlés sur une paillasse immaculée. On se sert aussi d'animaux de laboratoire, comme les hamsters ou les souris blanches pour faire pousser le toxoplasme. Mais souvent, il faut aller directement sur le terrain. Les labos récupèrent des kystes ou d'énormes vers adultes carrément dans les abattoirs, voire même dans les blocs opératoires humains, juste après une chirurgie. On passe littéralement de la technologie de pointe avec des cultures cellulaires MRC5 aux réalités physiques les plus brutes. Cinquième point, on passe en cuisine, les méthodes de préparation en laboratoire. Une fois qu'on a réussi à se procurer ces précieuses matières premières, il faut en faire un outil de diagnostic ultra précis. Et là,
Il n'y a pas de recette universelle. Le protocole diverge complètement selon l'ennemi qu'on affronte. Pour un petit organisme unicellulaire, un protozoaire, on peut souvent le traiter dans son entièreté. Mais si vous avez affaire à un helminth, un de ces gros vers multicellulaires complexes, ça ne marche pas. Il va falloir le congeler pour en faire des coupes physiques extrêmement fines. On s'adapte littéralement à la morphologie du parasite. Regardez ce protocole de préparation pour l'antigène soluble de Toxoplasma gondii. C'est assez intense. D'abord, on récupère le parasite dans le liquide péritonéal d'une souris. On centrifuge tout ça, on rince à l'eau distillée, et là, c'est le traitement de choc. On inflige au parasite 3 cycles hyper brutaux de congélation et décongélation immédiate. Et pour couronner le tout, 3 minutes de bombardement intensif par des ondes ultrasonores. L'objectif, c'est de pulvériser, de fracasser littéralement le parasite pour qu'il relâche ses antigènes solubles. À la fin, on sèche le tout par lyophisation pour obtenir une petite poudre super stable. Par contre, pour les helminths, les vers dont on parlait tout à l'heure, la force brute physique ne suffit pas. Il faut utiliser la chimie. Ces gros parasites sont bourrés de graisse, de lipides, qui viennent complètement fausser les tests en laboratoire. Du coup, étape obligatoire, la délipidation. On sort l'alcool absolu et l'éther et on décape chimiquement toutes ces graisses. Ce dégraissage minutieux, c'est vraiment le secret industriel pour garantir que notre test sera ultra spécifique et fiable. Bon, on a beaucoup parlé des vers et des protozoaires, mais ça soulève une question assez évidente, non? Qu'est-ce qu'on fait avec les champignons? Comment on gère les mycoses? Et c'est notre 6e et dernière partie, les antigènes fongiques et leur standardisation. Pour traquer des infections fongiques profondes comme les aspergilloses, il faut s'armer d'une patience à toute épreuve. Prenons le cas d'Aspergillus fumigatus. C'est fascinant de voir comment le temps de préparation varie du tout au tout selon ce qu'on cherche. Si on veut juste l'antigène figuré ou somatique de base, hop, 3 petits jours de culture suffisent, on broie les gènes filaments et c'est réglé. Mais si on veut récolter ces sécrétions, le fameux antigène métabolique, là le biologiste doit attendre 30 jours. Oui, un mois entier à laisser vieillir la culture sur un milieu de saboureau pour enfin pouvoir récupérer le liquide de condensation. Faut pas être pressé. Évidemment, tous ces efforts monumentaux de culture et de chimie ne servent à rien si le produit final n'est pas calibré à la perfection. La standardisation, en labo, ça ne se négocie pas. Avant d'être validé, on dose les protéines de notre antigène. Ça doit être à 2 grammes par millilitre, minimum. Ensuite, on lui fait passer un crash test avec un sérum hyper immune. Mathématiquement, ça doit faire apparaître entre 6 et 8 arcs de précipitation lors de l'analyse, pas un de moins. Et une fois qu'on a ce niveau de pureté absolue, on conserve le tout précieusement, soit en poudre, soit par une plongée vertigineuse dans l'azote liquide, jusqu'à moins 160 degrés Celsius. Et tout ça nous amène à la conclusion de notre exploration d'aujourd'hui. Cette citation du document de l'Institut Pasteur résume absolument tout. Éliminer au maximum les fractions antigéniques communes à d'autres micro-organismes pour éviter les réactions croisées. C'est vraiment la quête ultime du biologiste. Tout ce qu'on a vu ensemble, les ultrasons, les bains d'éther, les mois d'attente, tout ça n'a qu'un seul but, chasser le bruit de fond, déjouer le camouflage de la mosaïque antigénique et donner aux patients un diagnostic sans aucune faille. C'est un combat permanent de l'infiniment petit. Mais vu la vitesse à laquelle ces parasites évoluent pour perfectionner leur déguisement, une question se pose. Quelles seront les prochaines armes révolutionnaires que nos laboratoires devront inventer pour continuer à les démasquer demain? Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus et à très vite.